Je n'avais jamais prévu de rester dans cette grange plus d'une nuit. J'étais blessé, perdu, simplement à la recherche d'un abri contre la tempête. Mais c'est alors qu'il est entré. Pieds nus. Silencieux. Trop pur pour le chaos que j'étais, lui, Mika. Il n'était pas censé me parler, encore moins revenir, et pourtant, il l'a fait. Ce qui avait commencé dans le silence est transformé en quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait effacer. Je croyais me cacher du monde. En réalité, j'ai trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Laissez-moi vous ramener au commencement. C'était une tempête qui faisait trembler la terre. Le ciel s'ouvrait dans un vacarme assourdissant. Le vent hurlait comme un être vivant, et la pluie tombait lourde, épaisse comme du lin. Je marchais depuis des heures, peut-être plus. Mon épaule me lançait, conséquence d'une chute 2 nuits plus tôt. Mes chaussures étaient gorgées d'eau, et du sang séché s'accrochait au bas de mon jean. Chaque pas était une malédiction muette. Mon corps voulait s'effondrer, mais un instinct fragile me maintenait debout, avançant tant bien que mal à travers ces champs obscurs, ponctués seulement de clôtures et de silhouettes de maisons lointaines. Je ne savais pas où j'étais. Quelque part en Pennsylvanie, pensais-je. Le comté de Lancaster, peut-être. La carte que je gardais dans ma veste avait disparu depuis longtemps, envolée ou perdue quand j'avais glissé en descendant une pente boueuse, près d'une gare de fret. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un abri. Pas de bonté. Pas même d'aide. Seulement 4 murs, un toit et un sol sec où poser mon corps. Quand la grange apparut dans l'obscurité, à moitié dissimulée par les ombres et secouée par le vent, j'ai cru un instant à une illusion. Mais l'éclair suivant confirma sa présence, une vieille bâtisse de style amish. Simple. Fonctionnel. Pas de lumière moderne, pas de véhicule. J'y ai boité comme un homme qui lutte pour respirer. La porte latérale grinça quand je la poussai. Elle n'était pas verrouillée. Cela m'a semblé un miracle. À l'intérieur, il faisait sec, même si l'odeur de foin ancien et de bois humide emplissait l'air. Je me suis adossé au mur, le cœur battant, le temps que mes yeux s'habituent. C'était calme, presque sacré. Mes jambes m'ont lâché, et je me suis effondré sur un tas de couvertures et de sacs en toile. J'ai dû sombrer par instants dans un sommeil fiévreux. Dehors, la tempête s'apaisait, mais mon épaule me brûlait davantage à chaque seconde. Le sang passait à travers le pansement improvisé que j'avais fait avec ma chemise. Je me sentais flotter, fiévreux, à demi rêveur. Puis je l'ai entendu, un pas léger, hésitant, craquant sur la paille. J'ai ouvert les yeux, plissant le regard. Il se tenait là, juste à l'entrée, découpé par la lueur de la lune. Un seau dans une main, un petit paquet de tissu dans l'autre. Jeune. 19 ans, peut-être. Mince. Une posture droite qui le faisait paraître plus grand qu'il ne l'était. Il portait des vêtements simples, pantalons amples, bretelles, chemise de lin aux manches retroussées. Son visage, à moitié dans l'ombre, frappait par sa pureté. Pas beau au sens mondain, mais intact. Des yeux trop grands pour son visage, cernés de longs cils. Des cheveux blonds, couleur de blé tendre. On aurait dit qu'il n'appartenait pas à ce siècle. L'espace d'un instant, j'ai oublié la douleur. Il me fixait comme si j'allais disparaître d'un clignement. Je ne parlais pas. Lui non plus. Puis il s'est avancé, silencieux comme un souffle, posant le seau près du mur. Le paquet, noué d'une ficelle, a été déposé doucement à mes côtés. J'ai compris que c'était de la nourriture, du pain, un œuf dur, quelques tranches de pommes enveloppées dans une serviette. L'odeur sucrée qui s'en échappait éveilla en moi une mémoire lointaine. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas besoin de, ai-je murmuré, la voix rauque. Il porta un doigt à ses lèvres, puis tourna les talons vers la porte. Attends. Le mot n'a pas franchi mes lèvres, mais je l'ai pensé si fort qu'il me sembla briser l'air. Mon cœur battait comme un tambour d'alarme. Je n'étais pas prêt à le voir disparaître. Il s'est arrêté sur le seuil, une main posée contre la poutre de bois. Lentement, il a levé l'autre pour faire glisser le loquet, enfermant ainsi nos deux présences dans la grange. Je ne sais pas pourquoi ce geste m'a semblé être une permission.
Peut-être à cause du silence avec lequel il l'avait accompli, sans panique, sans jugement. Il revint vers moi et s'accroupit. Son regard parcourut mon corps, s'attardant sur le pansement improvisé à mon bras. Ses sourcils se froncèrent, et j'eus l'impression qu'il ressentait ma douleur. Sans un mot, il défit le tissu, révélant la plaie. Elle s'était rouverte. Il ne détourna pas les yeux du sang. Au contraire, il sortit de sa poche un petit flacon, trempa un linge dedans et appliqua doucement le liquide. La brûlure m'arracha un grognement, mais je restai immobile. Sa concentration, la fermeté de ses lèvres, tout cela me serrait la poitrine d'une manière que je ne comprenais pas. J'ai voulu parler. Qui? Mais il leva brusquement les yeux et secoua la tête. Ne dis rien. Voilà ce que ses yeux disaient. Et j'ai obéi. Nous sommes restés ainsi longtemps, lui, à genoux près de moi, soignant en silence, moi, observant ses mains, son visage, le rythme lent de sa respiration. Il sentait le bois brûlé et le lait frais. Il ne semblait pas seulement innocent, il paraissait intact, comme s'il n'avait pas encore été façonné par la brutalité du monde. Et pourtant, il y avait une gravité dans son regard, comme un secret qu'il portait sans le dire. Finalement, il se leva. Ses pas nus ne faisaient presque aucun bruit sur le vieux plancher. Il traversa l'étable et revint avec une vieille lanterne, qu'il alluma d'une seule allumette. La flamme prit vie, vacillante, projetant des reflets orangés sur les ombres. C'est à ce moment-là que je le vis vraiment, et qu'il me vit. Pendant un instant, nous restâmes simplement à nous regarder. Mon visage devait contenir une centaine d'histoires que je n'avais pas les mots pour expliquer. Le sien était impassible, mais il ne détourna pas les yeux. L'air entre nous semblait chargé de quelque chose d'inexprimé. Je saisis le morceau de pain qu'il avait laissé, le rompis en deux. Je ne savais pas pourquoi. Par habitude, peut-être. Je lui tendis une moitié. Il hésita, puis finit par la prendre. Nous restâmes assis dans ce silence, la lanterne crépitant doucement, avec dans l'air l'odeur de foin, de pluie et de peau. Je mâchais lentement, la bouche sèche mais reconnaissante. Lui ne mangeait presque rien, il se contentait de m'observer de l'autre côté de l'étable, les jambes croisées, les mains jointes. Finalement, il se leva, alla vers un coin sombre où un vieux couvre-lit reposait sur des caisses. Sans dire un mot, il revint et le posa sur mes jambes. Ce garçon, pensai-je, est soit l'âme la plus pure que j'ai jamais rencontrée, soit la plus solitaire. Il se dirigea à nouveau vers la porte. Ma poitrine se serra. Tu n'as pas à rester, dis-je d'une voix basse. Mais je ne dirai rien à personne. Il ne répondit pas. Il tourna seulement la tête, croisa mon regard, et enfin, après ce long silence, il parla. Sa voix était plus douce que je ne l'avais imaginé, semblable à un chant discret qu'on fredonne pour soi. « Tu peux rester, dit-il. » Puis, après une pause, il ajouta. « Mais personne ne doit le savoir. » Sur ces mots, il ouvrit la porte de l'étable juste assez pour se glisser dehors et disparut dans la brume argentée, tel un fantôme, laissant derrière lui la chaleur de sa présence et l'écho de paroles que je n'attendais pas. Mais personne ne doit le savoir. Et pourtant, ce n'était que le commencement. Dès lors, il revint chaque matin, juste après le lever du soleil. La porte grinçait doucement et il entrait, léger, silencieux, toujours pieds nus, toujours les mains chargées de quelque chose, une tasse d'eau, un morceau de tissu, un œuf dur. Une fois même, un onguent qui sentait la résine et le vinaigre. Il ne parlait pas beaucoup au début. Il déposait simplement les objets à côté de moi, lançait un regard, puis repartait. Je me surpris à attendre ses regards plus que je ne voulais l'admettre. Mika. C'est ainsi que je commençai à l'appeler en moi-même, sans connaître encore son véritable nom. Ça lui allait bien, biblique, pur, avec une douceur discrète. Il avait les mains calmes et précises de ceux qui apprennent à réparer avec peu. Sa présence n'annonçait rien, elle arrivait simplement, comme si elle avait toujours été là. Au troisième jour, je pus enfin m'asseoir sans serrer les dents. La fièvre était tombée. Mon bras me lançait encore, mais le gonflement diminuait. Je l'observais pendant qu'il s'occupait dans l'étable, empilant des sacs de grains, vérifiant les interstices des fenêtres, jouant distraitement avec le foin comme pour se donner une raison de rester.
Je sentais qu'il y avait là quelque chose de non dit. Pas de la tension, non. Plutôt une énergie contenue. Une vibration. Mika, dis-je un matin, comme pour tester le nom à voix haute. Il se retourna brusquement, surpris, un morceau de fromage à la main. C'est ton nom? Demandai-je doucement. Ses sourcils se froncèrent, non pas de colère, mais de réflexion. Puis, lentement, il acquiesça d'un seul signe de tête. Je souris. Ça te va bien. Ce fut le jour où je commençai à parler davantage. Pas de choses essentielles. Juste de petits fragments, le temps qu'il faisait, la façon dont les étoiles apparaissaient à travers les planches la nuit. Et un après-midi, alors qu'il restait assis en face de moi plus longtemps que d'habitude, je lui dis la vérité. J'étais censé devenir pasteur, murmurai-je, les yeux fixés sur le bois noueux entre nous. Le regard de Mika se releva. Cela attira son attention. J'ai étudié les Écritures, la théologie, là-bas, dans l'Est, à Rhode Island, continuai-je. Mais je n'ai jamais su bien prétendre que je n'avais pas de questions. Il ne demanda pas lesquelles. J'admirai cette retenue, sa patience avec le silence, sa manière de laisser le sens émerger seul. J'eus un rire sec, amer. On t'a déjà dit que la foi est la réponse à toutes les questions qu'on n'est pas censé poser? Il hocha la tête une fois. Et dans son visage, je crus voir une lueur. De reconnaissance, peut-être. Il ne m'interrogea jamais sur les raisons de mon départ. Ni sur ma marche solitaire à travers les champs, avec du sang séché sur ma manche. Peut-être ne voulait-il pas savoir. Peut-être savait-il déjà. Ce soir-là, il apporta une véritable couverture, à la place du vieux tissu rêche. Elle sentait la lavande et le savon. Quelque chose me dit qu'elle venait de sa propre chambre. Je ne dis pas merci. Il ne l'attendait pas. But I did lay it gently across my lap instead of wading it up on the floor. That was gratitude enough. I began to watch him more deliberately. The way his fingers trembled slightly when he handed me things. The way he kept his eyes on the ground too long, if afraid that meeting my gaze would betray something. There was a particular hesitancy in the way he sat, always with one leg folded beneath him, ready to rise, if shame were a physical burden riding between his shoulders. He never touched me. Not even when he wrapped fresh cloth around my arm. He wore a practice distance like a garm. But his eyes those gave him away. The way they lingered in my mouth when he spoke the flicker of it he didn't yet understand. One afternoon I saw him freeze mid-step. The wind had blown his hair forward and he reached up to brush it back. But his eyes weren't focused on me. They were somewhere else, distant, dreaming. Where do you go just now? He asked. He was startled. Dropped his hand. Nowhere. Liari. A small smile broke across his face before he crushed it. The next day, he didn't come until near dusk. He looked shaken, jaw tight, breathed too shallow. He sat up straighter en terre, a tightening like a fist. He set a foot down quickly and turned to leave, but he stopped him. You're avoiding me, he said, tone softer than the accusation deserved. He shouldn't be here, he replied without turning. Then why are you? He hesitated. He stood slowly, carefully, my body protesting, but he crossed the space between us. He didn't back away, but he didn't look at me either. Just kept his head down. I think he said, you're not afraid of me. Mika flinched like the sting. You're afraid of what he might make you feel. He looked up then, and God, the things in that gaze. Terror, danger, défiance, hope. It was like watching a boy stand at the edge of a cliff. Wind in his ear, uncertain if he was about to fly or fall, he opened his mouth, closed it. Then finally, you shouldn't say things like that. Why? He asked. Because they're true.
Because they are dangerous, he whispered. He reached up slowly, cupped his cheek. He didn't move, didn't flinch, just stood there, breathing shallowly through parted lips, his skin warm beneath my fingers. I don't want to hurt you, he said. You already are. The word retarded than he expected. He stepped back, left me standing there in the half-dark. He didn't sleep much that night. The next morning, he came again earlier than usual. Didn't speak, just left a cup of tea beside my blanket and sat across from me. We étaient in silence, but something had shifted. The air between us wasn't just heavy, it was crackling. Micah finally spoke. It was 14 the first time it happened. He blinked, unsure what he meant when he noticed the other boys working shirtless in the fields, logging. Their backs are tanned, slick with sweat. He said nothing. He thought it was the devil. He said that he was broken. That if he prayed hard enough, it would go away. And did it? He asked. He shook his head. It just buried itself deeper. He wanted to reach across the space between us and take his hand. But he didn't. Not yet. That night, he lay awake watching the star through the barn slat, wondering how long we could keep starving the truth before it consumed us both. And he knew this was not the end. The rain returned like a memory, soft at first, barely audible against the barn's sloped roof. Then heavy insist, a rhythm that filled a space like breath. Il est 11 pellet Micah had built from all a hand-folded blanket, eyes on the rafter above, counting a slow licks where water trickled through the beam. Each drop caught the lantern light and disappeared. He was late. Usually by now, he'd hear the latch click. The shuffle of his bare feet over a whole plank. But tonight, nothing. Just the rain and the wind. He'd convinced himself he wasn't coming until the door creaked open and that familiar silhouette stepped in. Damp at the shoulder, curl plastered to his forehead. He looked different somehow. Not in appearance, in energy, like something inside him had shifted. There was a stiffness in his movement, but not a kind born of Angers. It was hesitation laced with a strange sense of purpose. You're soaked, he said, sitting up, watching him secure the door behind him. He shrugged, expression irritable. Didn't he want to wait? He didn't ask what he meant. Micah crossed the barn slowly, carrying a small tin kettle wrapped in cloth. Steam curled from its spout. He set it between us, then lit the lantern without a word, filling the space with amber warmth. He didn't offer food this time. He didn't explain his silence. Il s'assit simplement à côté de moi, le dos appuyé contre la porte de la grange, les bras posés sur ses genoux repliés. Dehors, le champ brillait d'un éclat argenté. La pluie tombait en ligne si droite qu'elle brouillait l'horizon, noyant le monde dans la brume. La grange devint une île. J'ai prêché autrefois, finis-je par dire, la voix basse. Ou du moins, je prétendais pouvoir le faire. Micah tourna la tête, me jetant un regard en coin. Je me voyais encore debout devant des rangées de chaises pliantes, la Bible ouverte entre des mains tremblantes, parlant de grâce, parlant d'amour, tout en cachant ce que j'étais, ce que je ressentais. J'expirai lentement, ma paume à plat contre le sol. On ne peut porter ce fardeau qu'un temps. Il ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur moi. J'ai tout perdu. Mon ordination, ma réputation, mon foyer, tout pour une seule raison. Quelle raison? Demanda-t-il doucement. Je laissai échapper un rire bref, amer. Je suis tombé amoureux de quelqu'un dont je n'aurais pas dû. La mâchoire de Micah se crispa. Ses yeux glissèrent vers le fond de la grange, comme si la vérité ne pouvait être absorbée qu'à fragments, sans jamais la regarder en face. Ce n'était pas un scandale, continuai-je, jusqu'à ce qu'on le découvre. Jusqu'à ce qu'on nous voie ensemble. Et même alors,
ce n'était pas tant la trahison d'un serment qui les révoltait. C'était le fait que j'aimais un homme. Mika tressaillit. Pas de dégoût, plutôt comme une reconnaissance soudaine, comme si ce mot même avait des crocs. J'avais été rejeté, excommunié. Pas officiellement peut-être, mais en pratique. Mon téléphone ne sonnait plus. Mes amis ne venaient plus. Mon propriétaire me donna 30 jours pour partir. Mika resta immobile à mes côtés, la pluie glissant le long des planches derrière nous. Qu'est-il devenu? Demanda-t-il au bout d'un moment. Parti, répondis-je. Il est parti avant même que je puisse lui demander de rester. Un silence s'étira entre nous, comme un fil tendu à se rompre. Je ne regrette pas l'amour, ajoutai-je. Mais je regrette de l'avoir laissé faire de moi un homme qui avait peur d'être vu. Il me regarda alors. Et je sus qu'il comprenait. Je n'ai jamais rien dit à personne, murmura Mika si bas que je faillis ne pas l'entendre. Dis quoi? Il ne répondit pas. Il avança simplement la main vers la bouilloire, la toucha, puis la retira comme si la chaleur l'avait brûlé. Dans la communauté. Il s'interrompit, avala sa salive. Tu es soit une chose, soit une autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Il renversa doucement la tête contre le mur de la grange. Sa gorge se contracta une fois. Ses cils étaient humides, non pas de larmes, mais de l'air saturé d'humidité. Ou peut-être du moment lui-même. Dans la communauté, reprit-il, je n'étais pas vu. Pas vraiment. On m'observait, on me jugeait, on attendait de moi, mais je n'étais pas vu. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Une douleur d'un autre genre, née non de blessure, mais de reconnaissance. J'avais 16 ans, continua-t-il, quand j'ai aidé Élie Troyer à charger du foin dans le champ du fond. Il avait enlevé sa chemise sous la chaleur. Je me souviens que je ne pouvais pas détourner les yeux, mais je ne pouvais pas non plus le laisser s'en apercevoir. Alors je fixai le sol, la grange, n'importe quoi sauf lui. Il me regarda alors, les yeux écarquillés, fatigué. J'ai prié chaque nuit après ça. Supplié Dieu d'arracher ce péché de moi. Mais il n'est jamais parti. Il s'est seulement fait plus silencieux. La pluie s'adoucit, se fondant en un voile fin. Je regardai ses mains crispées sur ses genoux. Il ne savait pas quoi en faire. Moi, si. Je tendis la main, lentement, délibérément, et laissai mes doigts frôler les siens. Juste un contact, rien de plus. Il baissa les yeux, surpris. Pourtant j'avais bougé assez lentement pour lui laisser le temps de reculer. Je n'insistai pas. Mika ne bougea pas, mais il ne se retira pas non plus. Nous restâmes ainsi, côte à côte, les corps proches mais sans se toucher, hormis ce mince fil de contact, mes doigts à peine contre les siens. Il laissa durer cela 10 secondes. Puis, doucement, il retira sa main. Pas comme s'il était offensé, pas comme s'il ne le voulait pas, juste par crainte. Il replia ses mains en poing dans son giron et fixa à nouveau le champ, où la brume dansait à présent comme des esprits sur l'herbe. Je ne cherchais pas à retrouver le contact. Je n'en avais pas besoin. Ce soir, il était resté plus longtemps que jamais. Et c'était déjà assez. La tempête arriva comme un deuil, silencieuse d'abord, puis dévorante. Elle commença par un vent si fort qu'il fit trembler les planches, souleva la poussière des poutres, transforma la grange en un être vivant qui respirait, gémissait. Le tonnerre roula en vagues longues et graves. La pluie frappa le toit comme des poings. Mais ce n'était pas l'orage dehors qui m'ouvrit en deux. C'était celui à l'intérieur. Je ne sais plus ce qui l'a déclenché. Une pensée, peut-être. Un souvenir. Un fil banal qui, une fois tiré, fit tout s'effondrer. Un instant j'étais assis sur la paillasse, tentant de lire une vieille carte froissée à la lueur de la lampe. L'instant suivant, je n'arrivais plus à respirer. Ma poitrine se serrait. Ma gorge se fermait. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais quelque chose à saisir. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le souffle du vent, le craquement du bois et le bruit régulier de l'eau tombant des gouttières. La douleur de tout ce que j'avais perdu s'enroulait en moi comme une maladie. Je n'avais pas l'intention de pleurer.
Ce n'était pas un choix, mais une chute. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai laissé sortir des années de honte, de silence, d'exil. Un chagrin trop longtemps caché sous l'instinct de survie. Il m'a traversé comme un éclair fend un arbre. La porte de la grange a grincé. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi, brisé, vulnérable, en larmes comme un enfant dans l'obscurité. Pourtant, Mika ne dit rien. Il ne demanda pas ce qui n'allait pas. Il traversa simplement la pièce, calmement, ses pas mesurés, et vint s'asseoir à mes côtés. Je sentis sa chaleur avant même de le regarder. Puis sa main, douce et hésitante, se posa dans mon dos. Ce n'était pas un geste qui prenait, ni qui exigeait. C'était juste une présence humaine. J'essuyai mon visage d'une paume, tentant d'arrêter les larmes, mais elles coulaient encore, bruyantes, incontrôlables, celles que je n'avais plus osé verser depuis le jour où l'on avait effacé mon nom du bulletin de l'église. Mika ne dit toujours rien, mais sa main traçait lentement des cercles apaisants entre mes épaules. Je me tournai vers lui presque malgré moi, comme un aimant attiré vers le seul morceau de métal dans la pièce. Nos regards se croisèrent, et quelque chose passa entre nous. Il effleura ma joue, son pouce chassant le sel de mes larmes. Je fermai les yeux. C'est alors que je sentis son front se poser contre le mien. Une pression légère, un souffle tremblant, puis ses lèvres. Douce, hésitante, posée comme une question plutôt qu'une affirmation. Ce baiser fragile aurait pu passer pour une respiration. Je ne bougeai pas, pas tout de suite. C'était trop délicat, trop inattendu. Quand il se retira, j'ouvris les yeux. Les siens étaient grands ouverts, emplis de crainte. Non pas de moi, mais de lui-même. De ce qu'il venait de faire, de ce que cela signifiait. Sa voix se brisa, je n'aurais pas dû. Je me penchai juste assez pour l'empêcher de s'effondrer davantage. Tu n'as rien fait de mal, murmurai-je. Pas avec moi. Pourtant, Mika se leva brusquement, comme brûlé, et traversa la grange en silence pour s'asseoir dans un coin, les genoux repliés contre sa poitrine. Je restai immobile, le laissant respirer. Dehors, la tempête redoublait, le tonnerre grondant comme une accusation. J'observai sa silhouette recroquevillée, secouée, non par le froid, mais par quelque chose de plus profond. Un garçon partagé entre ce qu'il désirait et ce qu'on lui avait appris à craindre. Le temps s'étira, minutes, peut-être des heures, je ne sais pas. Puis il se leva à nouveau et revint vers moi. Il tomba à genoux, le regard brillant d'incertitude, et dit d'une voix basse. Peut-être que pour eux, c'est mal. Ses yeux cherchaient les miens, non pas en quête de pardon, mais de vérité. Mais avec toi, ça ne me paraît pas mal. Je soufflai longuement, sentant ma poitrine se libérer. Ma main remonta vers sa joue. Cette fois, il s'y abandonna. Et nous nous embrassâmes encore. Plus lentement, avec intention, avec reconnaissance. Ses mains trouvèrent mes épaules, les miennes la nuque. Ce n'était pas la hâte ni la peur, mais une façon de dire ce que les mots ne pouvaient pas. Quand il se retira à nouveau, ses yeux plongèrent dans les miens comme on lit une prière. « Tu es sûr ?» demandai-je, ma voix tremblante. Ses lèvres frôlèrent les miennes dans un murmure. J'ai peur comme jamais, mais oui. Alors, malgré la tempête qui grondait dehors, le calme s'installa en nous. Ce n'était pas la foudre ni le fracas du tonnerre qui résonnait le plus fort, mais ce lien fragile et puissant, né de la sincérité. Ce soir-là, nous n'avions pas besoin de plus de mots. Il hocha la tête, les yeux emplis de peur et de désir. Mais au fur et à mesure que nous avancions, ce n'était pas la passion qui dominait. C'était la compréhension, la reconnaissance. Deux hommes privés trop longtemps de chaleur humaine, enfin autorisés à ressentir. Mon cœur battait fort. Le sien aussi. Le baiser qui suivit n'était pas le même. Plus profond, plus avide. Il y eut un souffle coupé lorsque nos corps se frôlèrent, réagissant avant même que la pensée ne rattrape le geste. Je m'arrêtai, pris son visage dans mes mains. On peut s'arrêter, dis-je doucement. On n'est pas obligé. Mika me regarda. Vraiment. Puis il secoua la tête, la voix tremblante. Non. Alors je ne m'arrêtai pas.
Sa respiration tremblait contre ma gorge, tandis qu'il reposait à moitié sur moi, son poids encore hésitant, comme s'il doutait d'avoir le droit d'être là. Sa main se posa à plat sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, sentant son rythme irrégulier. Le mien battait fort contre sa paume, nue, offert. Nous respirions l'un dans l'autre, souffle court et chaud, et tout le reste disparaissait. Ses lèvres frôlèrent à nouveau les miennes, cette fois avec intention, sans plus de doute. Je répondis à son baiser, l'ouvrant, l'approfondissant, ma main glissant derrière sa nuque pour le garder près de moi. Un son lui échappa, doux et étranglé, comme quelque chose enfermé depuis trop longtemps trouvant enfin l'air. Cela brisa quelque chose en moi, ouvrit une brèche. Lentement, je me déplaçai jusqu'à ce qu'il soit allongé sous moi, les yeux grands ouverts, les lèvres entr'ouvertes, mon visage encadrant le sien. Je restai suspendu au-dessus de lui, observant chaque tressaillement de sa mâchoire, chaque montée de son torse, lui laissant à tout instant la possibilité de dire non. Mais il ne le fit pas. Ses doigts glissèrent plutôt sous l'ourlet de ma chemise, la soulevant. Je l'ôtai, dévoilant une peau marquée par les années, les cicatrices et la solitude. Le regard de Mika suivait chaque centimètre comme si c'était sacré. Ses mains calleuses, hésitantes mais avides, me touchèrent avec une forme de respect. Je me penchai pour effleurer sa clavicule, puis sa gorge, puis juste sous son oreille. J'entendis sa respiration se briser, sentis la réaction instinctive de son corps. Je souris contre sa peau et l'embrassai encore, plus fort. Un signe, une empreinte, un secret. Il haleta, ses mains se crispant sur mes épaules. Puis elles se mirent à explorer, d'abord incertaines, le creux de mon dos, les lignes de ma colonne. Les miennes suivirent son flanc, sous son vêtement, retraçant les contours de ses côtes, la douceur d'une peau qui n'avait jamais connu d'autre contact. Sa chemise finit par glisser au sol. Doucement, il me laissa la lui ôter. Sa poitrine se soulevait comme s'il se trouvait au bord d'un précipice. J'embrassai le creux sous son sternum. Il frissonna. Une de ses mains se perdit dans mes cheveux, non pour guider, mais juste pour s'accrocher. Nous nous rapprochâmes, peau contre peau, la sueur et l'humidité de l'orage rendant le contact presque incandescent. La chaleur me tiraillait au ventre, chaque nerf à vif. Et pourtant, ce n'était pas seulement physique. Ses yeux cherchaient les miens, pleins de peur, de désir, de besoin. « Est-ce réel ?» demanda-t-il, presque sans voix. Je lui pris le visage. C'est la chose la plus vraie que j'ai ressentie depuis longtemps. Il m'attira alors dans un nouveau baiser, cette fois sans retenue. Cela brûlait, ouvrait quelque chose entre nous. Ses jambes s'enroulèrent autour de ma taille. Nos corps se mirent à bouger, d'abord lentement, puis avec plus d'urgence, respiration brisée, la retenue se tendant jusqu'à la limite. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous savions. Corps contre corps, friction et feu. Et enfin, le relâchement nous traversa comme une tempête intime. Pas violente, pas chaotique, mais brute, fragile, bouleversante. Quand ce fut terminé, je m'écroulai à ses côtés, le tirant contre moi. Sa tête reposait sur ma poitrine. Sa respiration se calma. Mes doigts se perdirent dans ses boucles humides. Aucun de nous ne parla. Mais dans ce silence, nous savions tous deux. Rien ne serait plus pareil. Le premier signe fut l'empreinte de pas. Je me réveillai au son de sa respiration paisible. Son bras reposait sur mon ventre, ses doigts toujours serrés, comme s'il craignait de me perdre même dans le sommeil. Mais les voix étouffées dehors figèrent nos corps. Nous nous figeâmes. Mika. La voix était grave, dure, familière. Elle le glaça aussitôt. Il se redressa d'un bond, tirant la couverture sur lui, les yeux écarquillés par une peur que je n'avais pas vue depuis la première nuit. Nous entendîmes le bruit lourd de bottes à l'entrée de la grange. Puis une autre voix, plus basse, plus rauque. « Regarde, des empreintes. Et elles ne sont pas à toi. » Mika se précipita dans un coin, enfilant sa chemise à la hâte. Il se retourna vers moi, le visage blême. « Mon père, murmura-t-il. » Je me redressai, le cœur battant à tout rompre. J'avais déjà pénétré dans bien des lieux où je n'avais rien à faire, mais jamais encore dans une pièce où ma vie pouvait se terminer, mon corps traîné dehors dans la poussière.
Je dois partir, soufflai-je. Il secoua la tête. Non, reste dans le grenier. Ne bouge pas. Je vais gérer. Mais je le vis dans ses yeux, il n'y croyait pas. La clenche de la porte vibra. Mika se précipita pour la retenir avant qu'elle ne s'ouvre. « Bonjour, père, dit-il d'une voix tendue, son corps bloquant l'entrée. « Vous êtes déjà levé? »« Tes bottes ne sont plus là, » répondit son père. « Mais j'ai vu des traces, plus lourdes que les tiennes. » Mika hésita trop longtemps. « J'ai déplacé quelques sacs dans la remise. Peut-être que je les ai traînés. » Un silence pesant. « Et tu dors ici, désormais? » « Non. » répliqua Mika trop vite. « J'inspectais juste après la tempête. » Un long arrêt. Puis la voix basse, coupante de son père. « Tu sens la sueur. Comme si tu avais partagé cet espace avec quelqu'un. » Mika ne répondit pas. Moi, tapi dans l'ombre du grenier, je retenais mon souffle, priant que le silence me rende invisible. Finalement, le bruit des bottes s'éloigna. La porte de la grange se referma. Mika ne monta pas aussitôt. Quand il le fit, son visage était défait. « Il sait, dit-il. »« J'ai dit qu'il soupçonne. » C'est la même chose. Je commençai à rassembler mes maigres affaires, une chemise, une couverture, la vieille besace que Mika avait autrefois remplie de vivres. Mes doigts s'agitaient d'instinct. Mika me regardait, les bras croisés, raide comme un soldat face à ses propres émotions. « Tu pars. Quel choix ai-je? Tu crois qu'il ne reviendra pas? Qu'il ne viendra pas, la prochaine fois, avec plus d'yeux, plus de poings. Silence. Dis quelque chose. Lâcha-t-il, la voix serrée. Si tu pars, ce n'est pas seulement un départ, c'est effacer ce que nous avons trouvé. Je m'arrêtai, me tournai vers lui. Tu veux que je reste? À me cacher dans le grenier, comme une faute que tu n'oses pas nommer? Ce n'est pas juste. Alors montre-le-moi, dis-je en avançant. Montre-moi que tu veux être vu, pas seulement dissimulé. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux brillaient, mais il resta muet. Ce silence pesait plus qu'un rejet. Je passai devant lui. La porte de la grange grinça en s'ouvrant sur le matin gris. Je ne me retournai pas. Mais je priai pour qu'il me suive. Je ne partis pas loin. Pas parce que j'avais encore de l'espoir, mais parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'atteignis la lisière d'arbres derrière le champ de maïs, au-delà de la clôture qui séparait le monde de Mika de celui dont j'avais été banni depuis longtemps. Sous un érable fendu, je m'assis, le dos contre l'écorce rugueuse, mon baluchon à mes côtés. La grange, au loin, paraissait immobile, comme si elle n'avait pas abrité un secret trop grand pour ses murs. Je me promis de partir quand le soleil se lèverait. Mais je ne le fis pas. Pas encore. C'est alors que je l'entendis, le craquement doux de pas nus dans l'herbe. Je tournai la tête. C'était lui. Mika. Il avançait prudemment, les épaules tendues, la chemise froissée, les manches à moitié retroussées. Pas de manteau, pas de chapeau, rien contre le froid du matin. Mais ses yeux, clairs et fixes, se posèrent sur les miens. Quelque chose avait changé. Il ne parla pas tout de suite. Il marcha jusqu'à moi, puis tomba à genoux dans l'herbe, si proche que je sentais le tremblement de son souffle. « Je ne pouvais pas te laisser partir ainsi, » dit-il d'une voix basse. Je baissai les yeux vers mes bottes. « Tu l'as déjà fait. » Il ne nia pas. Une douleur traversa son visage. « Je sais. » Mais j'avais peur. Je patientai. Lui aussi. Puis, comme si ses mots étaient fragiles et risquaient de se briser au vent, il dit enfin. « J'ai toujours peur, mais il y a quelque chose qui fait plus mal que la peur. » Je relevai les yeux. Il tremblait, non du froid, mais de ce qu'il avait poussé jusqu'ici. Ses poings étaient serrés. « Je ne peux pas vivre dans un monde où l'amour est un péché, dit-il. Où le silence est la seule survie. » Ces mots restèrent suspendus entre nous comme un souffle glacé. Mais dans sa voix, quelque chose s'était ancré. Plus de cachette.
plus d'errance entre désir et peur apprise. Je veux vivre dans un monde où je peux aimer. Où je peux être. Pas seulement dans les recoins sombres d'une grange. J'aurais voulu répondre, mais ma gorge se serra. Alors il prononça les mots auxquels je ne m'attendais pas. Je partirai. Mon estomac se serra. Avec toi, ajouta-t-il. Je clignai des yeux. Vraiment? Ma voix se brisa. Je ne sais pas où nous irons, dit-il. Ni comment. Mais ce que nous avons trouvé dans cette grange, ce que nous avons été l'un pour l'autre, ce n'était pas rien. C'était la première chose vraie que j'ai jamais ressentie. Sa main s'est tendue vers moi, tremblante mais ouverte. Je n'ai pas hésité. Je l'ai prise. Nous n'avions plus besoin de dire un mot. Le soleil commençait à fendre le ciel, répandant des éclats d'or et de rose au-dessus du champ encore couvert de brume. Derrière nous, la grange se dessinait en ombre. Ce n'était plus un refuge, mais une relique, un lieu qui nous avait abrités pendant que nous apprenions à nous tenir l'un l'autre. Et maintenant, nous étions déjà ailleurs. Nous avons commencé à marcher, lentement, côte à côte. Nous ne nous tenions pas la main. Pas vraiment. Mais nos doigts se frôlaient, encore et encore, sans se séparer. Personne ne nous a vus partir. Aucune voix ne nous a appelés. Seulement le vent dans les arbres et le murmure de nos pas sur l'herbe humide. Nous ne nous sommes pas retournés, car nous savions que nous n'y reviendrions pas. Nous avons avancé ensemble, doucement, vers l'inconnu. Non plus comme des étrangers, mais comme quelque chose d'infiniment précieux. Car un tel lien ne disparaît jamais. Il attend. Il met à l'épreuve. Alors, si tu sais ce qui nous attend, si tu as déjà connu ce vertige au bord du chemin, dis-le-moi. Je t'écoute encore. Étincelle, leçon de vie, étincelle. Dans la vie, il y a des instants où l'on comprend que rien n'est permanent, ni la douleur, ni la joie, ni même les personnes qui croisent notre chemin. Mais chaque rencontre, chaque épreuve, nous laisse une trace, une leçon. La vraie force, ce n'est pas d'éviter les chutes, mais de se relever à chaque fois avec plus de clarté et de sagesse. Souviens-toi, ce que tu vis aujourd'hui construit la personne que tu deviens demain. Personne avec les mains jointes appelle à l'action, personne avec les mains jointes. Si ce message t'a touché et que tu veux continuer à réfléchir avec moi sur la vie, l'amour et le sens de nos choix, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, faisons de chaque histoire une source d'inspiration.